Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Allons tout de suite à la découverte des principaux titres qui font la une des tabloïds. Commençons par le journal La Nouvelle Expression qui titre Après son cinquantenaire, Coty François quitte la scène. L'ex-leader des Black Steel a rendu l'âme ce 4 août 2021 de suite de maladie à Douala. Il s'en va alors qu'il venait de célébrer ses 50 ans de succès dans la musique. Revue sur ses derniers passages dans la Nouvelle Expression, c'est à lire en page 6. Et le journal Mutation renchérit également sur le décès de Coty François en titrant On m'appelait Desto, en référence à son petit nom de scène, Coty François, qui a rendu l'âme hier. Faisons également un tour du côté du journal Émergence. Émergence qui titre sur l'après-bac, la ruée vers les grandes écoles. Alors que les différents examens nationaux ont rendu leur verdict là, pour la plupart, les établissements d'enseignement supérieur professionnel font du charme aux différents lauréats. Des baisses et des propositions alléchantes sont faites à ces derniers pour pencher leur choix sur les 10 établissements. Et les offres de crédit ne sont pas en reste avec le financier d'Afrique qui titre sur les offres de crédit scolaires des banques et des établissements de microfinance. Ces établissements de microfinance et ces institutions bancaires ne sont pas en reste et proposent des taux alléchants aux différents parents de candidats pour la prochaine rentrée scolaire. C'est la une du financier d'Afrique. Allons du côté du journal Le Jour du jour qui titre sur l'impossible deuil en parlant de l'affaire Isabelle Mpouma, cette jeune dame âgée de 37 ans décédée en plein désert qui tentait de rallier l'Europe. Elle est morte dans des conditions déplorables et sa famille a aujourd'hui fait appel au pouvoir public pour leur venir en aide afin de rapatrier le corps de cette dernière. Sinon, le deuil ne pourra pas être complet. Alors, l'impossible deuil, c'est la une du titre, sur laquelle titre le journal Le Jour. Allons du côté, cette fois-ci, de la politique avec l'UPC. Revenons avec la Nouvelle Expression qui titre sur l'UPC le difficile pari. Il s'agit de l'ex-ministre Simon Njani Nwandi qui s'est donné pour mission d'unir de nouveau le parti historique de l'Union des populations du Cameroun. Une mission, un pari difficile, comme titre le journal La Nouvelle Expression, et la mutation également qui renchérit dessus en posant la question de l'impossible réconciliation alors que ce parti historique traverse depuis plusieurs années de nombreuses tribulations ayant abouti à la fragmentation de ce dernier en deux camps. Ce ministre s'est donné pour mission de sauver l'UPC et de le réunir de nouveau. Passons maintenant au journal Cameroun Tribune. Le Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics, qui lui nous parle de préparatifs de la CAN. Le PM, le Premier ministre, qui veut un sans faute, notamment sur l'eau, l'énergie et la retransmission de la CAN. C'était à la faveur de la 30e session de préparation du Comité national d'organisation de la CAN Cameroun 2022. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui attend de ses collaborateurs dans les différents domaines un sans faute. Voilà pour les unes qui sont parvenues à notre rédaction aujourd'hui. Et pour décrypter et comprendre les enjeux de ces différentes unes, je reçois sur le plateau Guy Hervé Fongan, journaliste, directeur de publication de Politique Hebdo. Bonjour Guy Hervé. Bonjour Cédric et bonjour au doyen Camille Nelek, que toute l'Afrique nous envie et le monde d'ailleurs, et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux paraissant au Cameroun. Justement, merci encore d'être là aujourd'hui, Guy Hervé Fongan, et je me tourne avec l'autre invité de cette revue des grandes unes, et non des moindres, Camille Nelek, journaliste d'investigation. Bonjour. Bonjour Cédric Din. Guy Hervé Fongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je m'incline ce matin particulièrement sur la mémoire de Coty François, que j'ai personnellement connu, dont j'ai suivi personnellement l'itinéraire du Mont Cameroun jusqu'à la Joalité, jusqu'à ces derniers moments. C'était un ami personnel et sa mort, évidemment, m'a laissé dans une tristesse assez profonde. Mais pendant que lui rend la lumière ce matin à Bon-Antonin, on se prépare à enterrer le professeur Doukaya, oui, que vous connaissez bien, le centre de l'égyptologie au Cameroun, qui est mort et qu'on enterre aujourd'hui.
Justement, deux icônes que l'on perd dans un laps de temps relativement court. Nous n'allons pas tarder plus longtemps, nous allons entrer dans la une de la Nouvelle Expression qui titre justement sur le décès de Coty François qui quitte la scène juste après son cinquantenaire. Camille Nélé, je me tourne vers vous. Quel héritage aujourd'hui est-ce qu'on peut retenir de l'artiste? On peut retenir que c'est quelqu'un qui est resté constant dans la qualité, il est resté constant dans le respect de l'esthétique, parce que Coty François n'a jamais été ce genre d'artistes que l'on rencontre le plus aujourd'hui qui font de la musique facile. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé. Je l'ai connu à ses débuts, quand le Black Steel commençait dans un petit bar qu'on appelait Mungo River. Et à cette époque-là, il y avait quand même d'autres grands groupes qui pratiquaient ici à Douala. Il y avait Nele Young qui était à la Joie d'été, il y avait Missengo François qui était au Mermoz. Il y avait de grands groupes. Mais ce petit groupe sorti de Bonabéry, qui est tombé en plein en sortant un premier opus avec une chanson qui est restée culte, Françoise. Coty François, dans ce groupe-là, c'était la grande voix. Il avait la voix la plus puissante. Le leader. Oui, la voix leader. Et c'est lui qui chantait le plus grand nombre de chansons. C'est pas lui qui les composait toutes, parce que l'âme de Black Steel, c'était Toto Guillaume. Oui. C'était Toto Guillaume, mais lui, c'était la voix. C'était la voix, la partie visible. Et la partie visible, et il avait une telle force, un tel dynamisme que vraiment, ce groupe était un groupe formidable. Donc Coty François, c'est quelqu'un c'était une bête de scène. C'est-à-dire qu'il fallait le voir. À chaque prestation, il sortait en sueur. Parce qu'il dansait, il chantait, il déployait tellement d'énergie. Il bougeait énormément. Oui, beaucoup d'énergie. C'était un grand artiste. Et moi, je pense qu'il devrait être un exemple pour ces jeunes qui, aujourd'hui, se tournent beaucoup plus sur les clips vidéo où une chanson ne contient rien du tout, mais l'essentiel, c'est d'avoir le maximum, le maximum de jeunes filles qui peuvent remuer le popotin et qui vous font croire, qui vous donnent des idées. Alors qu'on Coty, toutes les chansons de Coty sont des chansons à thème, des chansons profondes et des chansons fortes. Donc l'héritage de Coty, c'est ce musicien pur et sûr. Justement, l'héritage d'un Coty d'un point de vue musical. Maintenant, cet héritage d'un point de vue culturel, il était le promoteur du festival Fomaric. Est-ce qu'avec son départ, on ne va pas assister à une sorte de décadence de ce festival-là, quand on sait que des pionniers qui ont fait la promotion d'un certain nombre de choses, après leur décès, c'est souvent parti en sucette, comme on dit souvent, Guy avec Fonga? Non, ça ne risque pas d'arriver, parce que Coty, de ces 5 dernières années, n'était plus vraiment au cœur de Fomaric. Ceux qui suivent le Fomaric depuis quelques années savent que très bien ceux qui étaient à la manœuvre, il était simplement en train de manager, et il avait déjà progressivement passé la main, donc il savait. Mais sauf que réduire Coty François au Fomaric, c'est travestir les faits. Je pense qu'au regard de l'immensité de son œuvre et de son talent, on ne peut pas réduire un Coty François au Fomaric, parce que c'est bien plus que ça, vu l'héritage qu'il a légué à ce pays. Le doyen a bien fait de dire que Coty François, c'était un esthète de la musique. Au-delà du fait d'être un esthète, je pense qu'il y a 3 marqueurs forts qui peuvent résumer brillamment le parcours de Coty François. Avec les Black Steel dans les années 70, le monde retiendra que c'est avec les Coty François que le Makossa a rayonné sur toute l'Afrique. Vraiment de l'envol. Que le Makossa n'a pas pris l'envol, rayonné sur toute l'Afrique. Avec le Black Steel à l'époque, vous savez, il y a une époque avec la musique congolaise, il a fallu que le Black Steel arrive pour que le Makossa prenne et domine toute l'Afrique. Et c'était cela Coty François avec le Black Steel. Ça, on ne l'oubliera jamais. Un autre marqueur essentiel à mon sens, c'est aujourd'hui on parle de Music Star. Coty François en est l'initiateur et le porteur de ce projet-là. Il faut que les gens se souviennent quand même qu'au commencement de cette affaire, il y avait un certain Coty François qui a réussi à hisser, à détecter les jeunes talents et aller hisser au devant de la scène. Aujourd'hui, les brasseries ont réussi à pérenniser ça. C'est tout à leur honneur. Donc, c'est un patrimoine de la culture camerounaise. Et troisième marqueur fort à mon sens, c'est que Coty François a réussi avec justement le Fomaric, on peut sortir par là si vous voulez, un festival qui est venu enjoliver et enchanter la ville de Douala. Ça n'existait quasiment presque pas, et jusqu'ici c'est le seul événement qui c'est devenu l'un des quasiment rendez-vous, le seul événement qui fédère, c'est le seul grand rendez-vous qu'on a sur Douala qui dure quasiment un mois. Donc il y a ce type d'attitude qu'il a eu à poser, au-delà d'être un homme politique, qui a réussi
où beaucoup ont échoué parce qu'il y a très peu de personnes. D'ailleurs, je faisais allusion à Bernard Djonga, qui s'est essayé en politique, qui était d'abord dans la société civile, qui a voulu aller en politique pour traduire en acte sa vision et sa pensée, mais il n'a forcément pas réussi. Donc, quand il y a un des rares qui a réussi, parce que, vous savez, il y a toujours des goulots de jambes quand on n'est pas au cœur des décisions. Donc, il a réussi, Coty François, à avoir 2 mandats de maire à Bonaleya, ce qui est un exploit pour un artiste. Donc, c'est révélateur du capital sympathie que les gens avaient pour lui. Donc, il a réussi avec tout ça, durant cette mandature, à traduire en acte sa vision, à traduire en acte la manière dont il voulait que la cité soit gérée. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que son héritage soit bien entretenu. Et heureusement qu'un artiste ne meurt jamais, qu'à Coty François, on ne peut pas le dire parce que lors de la célébration de ses 50 ans, il nous a encore laissé la série sur le gâteau, un livre autobiographique de plus de 200 pages dans lequel il retrace son histoire. Donc j'ai envie de dire qu'il est vraiment mort heureux. C'est vrai qu'il n'est pas mort sur scène comme Papa Wemba, mais il nous a tout laissé avant de partir. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour perpétrer sa mémoire et son génie. Justement, d'autres qui nous ont tout laissé avant de partir, ce sont les martyrs, de l'indépendance du Cameroun. Et aujourd'hui, leur héritage est plus que menacé. La nouvelle expression titre sur l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le difficile pari. L'ex-ministre Simon Njani Nwandi s'est donné pour mission d'unir. Mais il semble pêcher dans le traditionnel panier à crabe. C'est devenu extrêmement difficile aujourd'hui. Le climat est extrêmement tendu entre les 2 parties de l'UPC, celle de Baligenkot et celle de Bapolipot. Aujourd'hui, c'est une véritable guerre fratricide qui se livre aujourd'hui. Pari impossible, est-ce qu'on peut dire avec pari difficile, est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui avec le journal La Nouvelle Expression que c'est un pari réellement difficile que de tenter de réunir ces 2 parties-là, Kaminele? En tout cas, la désunion est le caractère le plus plus perceptible, justement, dans ce parti qui ne prône que l'union des populations du Cameroun. Mais c'est un paradoxe. Un paradoxe. Et vous voyez, depuis Oumiobe, ce parti est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, certains ont tenté de réunir les pinces du crabe, parce que vous oubliez que le sigle de ce parti, c'est le crabe. Et vous savez très bien que qui dit crabe dit vraiment... c'est un animal, c'est le crabe ne peut pas coexister avec d'autres crabes quand vous le mettez dans un panier. Alors on se retrouve aujourd'hui, on a vu plein de personnalités qui ont tenté d'essayer de réunifier l'UPC depuis ces 30-40 dernières années. Malheureusement, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, il y a Nwandi, Namdi... justement, Nwandi, Simon Njami Nwandi, l'ex-ministre. Njami, qui fait Bapolipot qui est de l'autre côté, mais il y en a aussi d'autres. Je connais à l'exemple même de Bombok Kainji. Oui. Bombok Kainji qui est ici à Equinox, qui a décidé, lui aussi de son côté, de tout faire pour essayer de réunifier l'UPC. Alors l'UPC aujourd'hui, c'est un parti historique, c'est un parti emblématique, mais qui n'arrive toujours pas à se retrouver, qui n'arrive toujours pas à parler d'une seule voix et regarder dans une seule direction. C'est clair, c'est compte tenu des ambitions personnelles des uns et des autres. Parce que s'ils avaient tous comme projet la vivacité de ce parti, surtout la force de ce parti, l'existence de ce parti, moi je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de difficultés à ce que ce parti se retrouve. Malheureusement, on voit que c'est tel qui estime que non, c'est lui qui est le détenteur, c'est l'autre qui dit que c'est lui l'héritier, l'autre qui dit que non, c'est moi le secrétaire général. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un véritable panier à crabes où les crabes passent leur temps à se bouffer les pinces. À se bouffer les pinces les uns les autres. Voilà. Or, bon, Njami Nwandi tente de le faire, mais pendant ce temps, il y a aussi Bapolipot qui est dans le même projet depuis longtemps. Donc, regardons seulement, croisons les pinces, et essayons de voir jusqu'où ça pourrait. Justement, guerre d'ego, Guy Hervé Fongan à l'UPC, guerre d'ego. Est-ce qu'on peut avoir espoir de retrouver les 2 pinces du crabe qui marcheraient côte à côte?
Oui, parce que chacun d'entre nous a en lui un brin de l'UPC. L'UPC, chaque Camerounais normalement constitué devrait se reconnaître UPCiste d'abord à la base, parce que Oum Niobé, Enes Wandi, les autres, ils ont donné de leur vie pour qu'on ait le Cameroun que nous avons aujourd'hui. Et donc chaque Camerounais normal devrait se reconnaître d'abord UPCiste avant d'appartenir à une quelconque frange politique. Pour dire qu'en fait, Simon Djambi a une ambition qui est louable, le fait de vouloir réunir les anciens UPCistes. Sauf que ça va être un peu compliqué, mais pas impossible, parce que la vérité, cette tentative d'UPCisation de ce parti de Oum Niobé a été du fait du gouvernement. Nous n'oublions pas le jeu trouble orchestré par le gouvernement pour donner l'agrément à certaines parties politiques, oubliant le Congrès qui est légitime pour désigner le président du parti. Donc il y a cette manœuvre-là, ce clair-obscur entretenu par les pouvoirs publics qui ont tenté d'UPCiser, enfin qui ont divisé ce parti. Qui ont tenté de fragmenter le parti. Ils ont fragmenté le parti, puisque les camps sont les visages connus, des camps que le gouvernement a remis l'agrément. Ils ont tenté le même scénario avec le CPP de Kawala. Heureusement, ils sont montés au créneau et l'ordre a été rétabli. Le CPP ne s'est pas laissé faire. Cette tentative d'UPCisation du SDF a été entamée par le pouvoir en place. Ça n'a pas prospéré. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on devrait tous se mobiliser pour que ce parti qui représente vraiment l'âme du Cameroun ne puisse pas se déchiqueter tel qu'on l'observe. Je suis de ceux qui pensent que l'impossible recule quand on vient vers lui, et il faut aussi réussir à gagner un autre combat, j'allais dire un combat qui est psychologique et moral, que les uns et les autres comprennent enfin une fois pour toutes que l'UPC n'appartient pas au Bassa. Parce qu'il y a cette barrière, il y a cette barrière où les gens, jusqu'aujourd'hui, continuent à croire mordicus que c'est le parti des Bassa. Ce qui est une faiblesse qui profite justement aux détracteurs pour davantage diviser le parti. Je pense qu'il faut qu'il y ait ce travail qui doit être fait de manière répétitive, quand ils finiront par comprendre et admettre que l'UPC n'appartient pas au Bassa, et ils vont le traduire en actes, eh bien on pourra réussir à fédérer le maximum de personnes autour de ce parti qui, quoi qu'on dise, est le seul parti qui pourrait de manière légitime et unanime fédérer l'ensemble des Camerounais et aspirer à une quelconque alternance telle que nous le souhaitons tous. Donc il est plus qu'urgent qu'on se mette tous derrière l'UPC et qu'on croise les doigts pour que cette initiative prospère, que les divisions qu'on observe ça et là ne puissent pas faire tache d'huile. Justement, prospérer, ils ont croisé les doigts également, ces élèves qui ont été admis à différents examens tels que le baccalauréat ou encore le probatoire technique et l'ont eu, mais aujourd'hui, il y a une cour assidue qui a été faite, comme titre le journal Émergence, une ruée vers les grandes écoles. Une cour assidue a été faite par les instituts supérieurs à ces nouveaux bacheliers, à ces néo étudiants, des cours assidus, des propositions alléchantes pour pouvoir pencher leur choix sur l'une ou l'autre des institutions universitaires. C'est à peu près le même bal chaque année qu'à Minélé, cette cour assidue qu'on fait aux nouveaux bacheliers. Ce n'est pas seulement une cour, c'est des offres alléchantes. On leur dit venez chez nous. Venez chez nous, c'est tout à fait normal. Avant, ce phénomène n'existait pas. Dès qu'un élève obtenait le bac, soit il allait à l'université de Yaoundé, soit il allait dans une institution supérieure de son choix, privée ou publique. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'institutions privées, il y a tellement de nouveaux modules d'enseignement supérieur que forcément, il faut bien que chacun de ceux-ci présente sa camelote, chacun de ceux-là appelle les gens, fasse des appels du pied. Aujourd'hui, il y a même des institutions qui offrent même des bonus aux élèves. Il y en a qui offrent un laptop. Si vous arrivez, ils vous offrent ceci, ils vous offrent cela, parce qu'ils se disent qu'avec un élève de plus, un étudiant de plus, c'est quelque chose. Donc, moi, je pense que l'offre est grande. Mais la demande aussi est importante. Donc, aujourd'hui, il est tout à fait normal que l'on constate cette
constante du marché qui fait que quand il y a une demande grande, l'offre aussi doit être grande. Justement, Camille Nélé, est-ce que cette balkanisation, entre guillemets, de l'enseignement supérieur n'a pas contribué à fragiliser ou à diluer la qualité même de la formation au Cameroun? Non, je ne pense pas. Je pense que l'enseignement supérieur, avant une certaine époque, ce n'était que l'université de Yaoundé. Bon, maintenant, avec des institutions spécialisées, l'offre est beaucoup plus grande. Et maintenant, l'éventail est beaucoup plus alléchant. Donc, moi, je pense que l'initiative des Camerounais de mettre sur pied des institutions supérieures spécialisées en technique, en chimie, en médecine, c'est-à-dire qu'en informatique, moi, je pense que ce n'est que normal. Plutôt que d'envoyer les enfants se former à l'étranger, le Cameroun démontre bien son dynamisme en permettant justement aux jeunes d'avoir accès à un enseignement supérieur de leur choix dans leur propre pays. Justement, Guy Fongan, sur ce titre d'émergence qui parle d'une ruée vers les grandes écoles, comment aujourd'hui un élève, un néo-bachelier peut faire le choix idéal, parce qu'il s'agit bien d'un choix d'avenir? Je vais commencer par dire deux choses. La première, pour dire que la loi 2006 sur la publicité au Cameroun interdit de manière formelle de faire de la publicité sur les écoles et les médicaments. C'est interdit par la loi 2006 sur la publicité. Donc il faut que les gens le sachent, que les promoteurs d'établissements le sachent, que la loi 2006 sur la publicité interdit formellement de faire de la publicité des écoles et des médicaments et le tabac. Ça, c'est formellement, c'est proscrit par la loi camerounaise. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, la rue, elle est compréhensible, sauf qu'on ne choisit pas ce qu'on va faire après le bac en terminale. Cette trajectoire, on commence à la construire au minimum à partir de la classe de 3e. Et quand j'aurai mon bac, voilà exactement ce que je vais faire. Nous, à notre époque, on avait de manière systématique les conseils d'orientation qu'on côtoyait, qu'on fréquentait au quotidien. Si aujourd'hui, on en arrive à commencer à réfléchir sur ce qu'on fera après le bac, ça veut dire qu'on a raté totalement son cycle secondaire. À la vérité, c'est ces questions, on se les pose au minimum quand on est en 3e. Une fois qu'on a eu son bac, eh bien on se dirige simplement vers le... Mais ça devient compliqué aujourd'hui avec le contexte de se fabriquer un chemin préconçu quand on sait que le marché de l'emploi est extrêmement... Non, c'est pas compliqué. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui aspire par exemple à faire le métier que nous faisons. C'est-à-dire qui fait dans la classe de 3e. Rien ne vous empêche à partir de la seconde commencer à fréquenter les rédactions, côté les rédactions, etc. On l'a fait. Ça fait qu'une fois que vous avez votre bac, vous avez au minimum au moins un minimum de connaissances sur les réalités de l'environnement. Et après votre bac, vous jetez à l'eau. Donc, c'est des exemples comme ça que je prends pour dire qu'en fait, même à partir de la seconde, vous pouvez commencer à côtoyer ceux qui font le métier, aller dans les rédactions, apprendre des petites choses, apprendre le BABA, les fondamentaux, continuer à aller à l'école. Une fois que vous avez votre bac, vous jetez à l'eau. Donc, ce n'est pas... Je pense que quand on a une passion et quand on a l'ambition, on s'en donne les moyens très tôt. Je ne crois pas, je ne suis pas de ceux qui croient aux vocations tardives. Ça existe, mais c'est des cas isolés. C'est des cas isolés, très rares. Très rares. Mais à la vérité, on peut se construire une trajectoire quand on est encore au secondaire. On s'en donne les moyens. Après, une fois qu'on a le bac, on se jette simplement à l'eau. Et il est de bonne guerre que les écoles aujourd'hui. C'est peut-être une des faiblesses de notre système universitaire. Vous avez... Par exemple, aujourd'hui, l'ancien directeur de l'ESTIC, le professeur Boy Mouassala, qui a replié sur Douala, qui semble avoir pris sous son aile une école très prisée ici. Moi, j'ai connu le professeur Hubert Mononzana, ici à l'université, qui a pris sa retraite à 55 ans. À la vérité, c'est les gens qui ont encore beaucoup à donner dans l'enseignement. Et les écoles se les arrachent aujourd'hui. Et c'est aussi un élément attractif qui pousse parfois peut-être les élèves aller parce que c'est tel qui est là-bas, ça fait plus sérieux. Sa notoriété, ça fait plus sérieux. Et bien, ça draine, c'est une attraction qui est suffisante pour à elle seule faire toute la publicité de l'école et attirer les nouveaux apprenants. Oui, justement, attirer les nouveaux apprenants. Autre chose qui attire les gens, c'est la vision de l'Occident. Et elle a succombé à cette vision-là en décédant en plein milieu du désert. Et aujourd'hui, le journal Le Jour, qui titre en sa une
Isabelle Pouma, l'impossible deuil, cette dame de 37 ans qui a trouvé la mort en plein milieu du désert nigérien en essayant de rallier les côtes occidentales aujourd'hui. Camille Nélé, c'est symptomatique d'une jeunesse ou alors d'une population en manque de repères qui déporte ses rêves vers un autre continent. Non, vous savez, le phénomène des migrations ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis longtemps. Même si l'homme aujourd'hui est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il a eu la capacité, la volonté dès le départ de quitter l'Afrique où il a été conçu pour aller un peu aux quatre coins du monde. Dans la migration, c'est quelque chose de naturel. Bon, aujourd'hui, quand un jeune veut partir, il part parce qu'il se dit que là-bas, c'est mieux. C'est mieux. Bon, vous savez, on dit toujours que l'herbe est plus verte chez le voisin. Et quand certains voient comment d'autres sont partis, ils ont réussi. Ils sont revenus ici avec tous les attributs de leur réussite. Ils se disent que pourquoi pas moi. C'est vrai qu'il y en a qui partent, qui réussissent. On a vu l'un des exemples les plus parlants, Francis Ngannou. Francis Ngannou, qui est revenu quelques temps plus tard, alors qu'il était débardeur, je ne sais pas moi, la gare routière de Bafoussam et tout ça. Bon, il a réussi à devenir champion du monde parce qu'il a réussi, mais il aurait pu mourir aussi dans le désert. Il aurait pu mourir également. Donc, la fin tragique et absolument hallucinante de cette jeune dame dans le désert, ce n'est qu'un exemple de milliers d'autres. Moi, je connais quelqu'un de ma famille qui a disparu jusqu'à aujourd'hui, qui est mort dans le désert du Ténéré. Ce sont ses amis qui l'ont dit 2 ou 3 ans plus tard, qu'il était très fatigué, il est mort, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné parce qu'il ne faut pas le traîner. Donc, il est parti, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Bon, justement, la famille de Isabelle Pouma qui supplie le gouvernement de venir en aide. Mais le gouvernement, il faudrait d'abord que le gouvernement retrouve ces jeunes qui l'ont laissé pour dire qu'il l'a laissé, il l'a abandonné à tel endroit. Parce que c'est là le problème. Bon, maintenant, eux-mêmes qui l'ont abandonné, ils ont fait quoi? Ils l'ont enterré ou bien ils l'ont laissé complètement à la merci des bêtes et des charognards. Des charognards, parce qu'il faut se poser cette question. Elle a connu une fin atroce. Et moi, je dis tout simplement que cette vidéo qui a circulé dans les téléphones, elle donne la chair de poule. Et elle met en exergue les risques que courent nos jeunes qui partent à la conquête d'un rêve qui parfois peut se terminer très très mal. En cauchemar. Un cauchemar. Donc, moi je pense sérieusement qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et même avec cette vision-là, il y a des jeunes qui, toujours demain matin, vont prendre les routes. Vont prendre la route, vont prendre le même itinéraire, vont traverser le même désert en se disant que non, ça n'arrive qu'à Ngopuma, pas à moi. Donc malheureusement, elle a eu là. Mais moi je pense que la famille, elle devra faire son deuil sans le corps parce que les chances de retrouver ce corps sont minces. Elles sont vraiment minces parce qu'il faudrait d'abord retrouver ces jeunes qui donnent leur itinéraire et qui disent là où ils ont abandonné. Et entre-temps, s'ils l'ont abandonné dans la nature, vous imaginez bien que les charognards n'ont pas laissé. Non, on n'en fait qu'une bouchée. Voilà. Justement, Guy Hervé Fongan, aujourd'hui, si le gouvernement ne peut pas donner vraiment l'assurance de retrouver le corps d'Isabelle Pouma, que peuvent les pouvoirs publics pour alléger la peine de cette famille aujourd'hui, en sachant qu'elle laisse 2 enfants, un de 18 ans et un de 5 ans, qui probablement ne comprend pas encore ce qui a pu se passer, ce qui est arrivé à sa mère. C'est dès que j'ai failli vous demander, vous savez combien de gens meurent tous les jours en empruntant ce chemin? C'est les centaines, les dizaines et centaines de Camerounais qui meurent comme ça tous les jours. Eh bien, le gouvernement devrait faire la même chose pour tout ce monde-là. Non, moi j'ai envie de dire que moi ce qui me gêne ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est vous avez la banalisation avec laquelle les gens traitent la mort. Vous avez vu des gens faire des selfies autour du cadavre, des vidéos, c'est incroyable. Donc, ils ont réussi à banaliser la mort à un tel point que je trouve ça quand même dommage. Non, pour moi, ça c'est simplement de la bêtise et c'est de l'absurdité. On ne peut pas investir 3 millions de francs, environ 3 millions de francs pour aller. Il y a une expression que j'aime pas, vraiment que je vais aller en aventure. C'est d'une stupidité déconcertante. C'est quoi aller en aventure? Vous ne pouvez pas investir 3 millions pour une destination inconnue sans savoir exactement ce que vous allez faire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens, pour prendre Ngannou en exemple, Ngannou au moins lui était un lutteur, était un bagarreur.
Ils savaient exactement. Encore qu'il y a des personnes qui bénéficient du même physique que Ganou, qui sont mortes dans le désert. C'est vraiment un cas isolé. Comment est-ce qu'une personne normalement conçue peut sortir 3 millions de francs, mobiliser et aller en aventure dans le désert, sachant toutes les conditions, les difficultés qu'il y a sur le trajet? Non. Je pense qu'avec 3 millions de francs, honnêtement, on peut faire beaucoup de belles choses ici, on peut multiplier, on peut fructifier. Je pense que c'est simplement de la bêtise et de l'idiotie. On connaît plein de gens qui ont fait 20 ans en Europe, qui ont une nationalité européenne, qui arrivent ici, qui rasent les murs. Quand ils vous regardent, ils vous envient. À la limite, ils viennent ici. Je pense qu'il faut que les jeunes davantage se cultivent, s'informent et se renseignent. Aujourd'hui, à l'heure des... Il y a 20 ans, quand il y a 15 ans, quand ces gars arrivaient ici, ils nous bluffaient. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Ils nous racontaient toutes ces histoires. Aujourd'hui, on a tout ça. On a tout ça, on sait exactement ce qu'ils font. Ils rasent les murs. Quand ils arrivent ici, il a pris 2000, 1500, 2000 euros. Il a voté un budget, il vient ici, il bluffe tout le monde. Après, ils font rêver les jeunes qui sont sur place et ils décident qu'ils vont en aventure. Donc, je pense qu'il faut que les jeunes davantage se cultivent, soient plus matures et ne tombent plus dans ce genre de piège. Je trouve absurde qu'une jeune fille qui peut mobiliser 3 millions de francs décide d'aller comme ça, jeter cet argent dans la nature. Pour moi, c'est totalement irrationnel. Justement, irrationnel, mais le Premier ministre qui titre aussi dans le Cameroun, le titre du Cameroun Tribune, qui parle du Premier ministre qui veut un sans faute pour la prochaine CAN dans l'eau, l'énergie ou la retransmission de la CAN. C'était à la faveur de la 30e session du Comité national d'organisation pour la CAN 2022. Est-ce que c'est possible d'avoir un sans faute lors de cette compétition, Camille Nélé? De toute façon, il nous reste encore 5 mois. 5 mois, c'est un vœu. On espère bien que ce vœu sera exaucé. Un vœu pieux. Oui, les Camerounais tiennent à leur coupe, les Camerounais tiennent à leur grande fête. Bon, si le Premier ministre brandit aujourd'hui ce vœu, ben, ce n'est pas une mauvaise chose, mais seulement il a beau exprimer ce vœu. Est-ce que les moyens seront mis en place? Est-ce que les volontés seront là pour matérialiser ce vœu? C'est la question qu'on peut se poser. C'est un vœu pieux. On a 5 mois de la CAN, on ne sent rien du tout, aucune effervescence, aucune ambiance, rien qui dessine. Les on a 5 mois. Qui sont... C'est totalement incroyable dans un pays qui va abriter une compétition d'une telle envergure. À 5 mois de la CAN, il n'y a aucune communication qui puisse fédérer les gens. Je trouve qu'on est en train d'aller droit au mur et c'est très révoltant pour une compétition comme 5 mois, il n'y a rien de visible, c'est assez grave. On se dirige sûrement vers le mur, mais nous également, on se dirige vers la fin de cette émission de la revue des Grandes Unes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci Camille Nélé. Merci Eric. Merci Guy Hervé Fongan d'avoir été avec nous. Au plaisir. Justement, nous vous souhaitons de bons retours vers vos différentes rédactions. Nous mettons la clé vers le paillasson et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Restez fidèles au programme sur Equinox Télévision. Tout de suite après, 10-12 le Zénith.